Bonjour, mon nom est Martin Larivière. Bienvenue au Café de la mise en marché. Les Cafés de la mise en marché est une série de conférences dont les sujets ont été choisis à l'aide des producteurs de la région par un comité organisateur. Le comité organisateur, ben, c'est des intervenants de la région de la Chaudière-Appalaches. Donc, je vais prendre le temps de les nommer. On a la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches, on a la Table agroalimentaire, on a le Réseau Agriconseil, la Financière agricole et le MAPAC. Donc, pour notre conférence aujourd'hui, le titre, ça va être Agrotourisme, comprendre la réglementation avant de se lancer. Donc, notre conférencière, c'est Mme Jenny Lessard, qui est conseillère en agrotourisme et en mise en marché de proximité au MAPAC, qui va venir nous expliquer les différents points à retenir là, au niveau de la réglementation et les nouveautés aussi concernant la réglementation. Donc, Jenny, je te laisse la parole. Ah, Merci, bienvenue. ben, merci Moi, je Martin. Merci Martin. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Fait que merci de vous êtes inscrits à ma petite conférence Agrotourisme, comprendre la réglementation avant de se lancer. Puis merci au comité de m'offrir cette opportunité-là. Alors voilà, moi je suis conseillère en agrotourisme et en mise en marché, comme Martin a dit. Puis je sais pas, j'ai plus à dire là, pour me présenter que c'est ça. correct. Hein? C'est bien correct. Euh, Moi, j'aimerais savoir, levez donc la main ceux qui offrent l'agrotourisme à son entreprise. Ben, l'agrotourisme, c'est une activité qui vient rapprocher le consommateur de la production agricole, de tout ce qui concerne le secteur agricole. Fait que ça peut être sous différentes formes. Ça peut être comme éducatif, ça peut être sous forme d'hébergement. On est vraiment... On le fait, mais je pense qu'on pourrait mieux le faire. OK. Ouais, ça, je suis ce matin aussi. OK. Ça serait quoi votre prochaine étape ou qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ben, j'ai l'impression que le côté, on le fait des fois, le côté un peu pédagogique, des visites des installations, tout ça. Je serais curieux de voir s'il n'y a pas d'autre façon de le faire mieux. On avait été approché par Terrego notamment là, pour mettre de l'espace pour que les gens puissent venir en campeur puis rester là pour la nuit ou pour quelques jours. On l'a pas fait encore, on n'a pas mis le pied devant là-dessus. Puis je serais curieux de voir, de savoir s'il y a d'autres gens ici qui l'ont fait ou s'il y a des expériences qui ont été partagées. Puis le côté plus familial, tu sais, nous autres, à la base, on produit de la bière. On peut accueillir des familles quand même sur place. Mais il y a beaucoup de monde qui nous demande des jeux pour enfants, des affaires comme ça. Puis ça me. En tout cas, je vais voir, je suis capable de faire sans ajouter ça pour l'instant. Ouais. Pour quand même être bon pour les familles. Ouais, Oui. ouais. Une petite rêve à loin, hein, comme on Ouais, dit ici, là. ouais. C'est ça. Bon, ben excellent. Je ne sais pas s'il y avait une personne en ligne qui aurait aimé se manifester, non? Bon, ben, écoute, j'imagine, bref, que si vous êtes ici, c'est que l'agrotourisme vous attire aussi à quelque part, puis vous êtes intéressé d'en savoir un peu davantage. Ben, bref, vous serez d'accord avec moi que l'agrotourisme, c'est vraiment une expérience qui est comme champêtre, qui se veut des belles promenades dans nos beaux paysages ruraux, qui se veut en tradition, hein, se plonger dans tout ce qu'on a à offrir. Fait que vraiment, c'est quelque chose d'authentique puis d'exceptionnel. Puis vous serez d'accord avec moi aussi que c'est souvent tellement bien fait quand on va sur les entreprises qui ont de l'agrotourisme qu'on ne voit pas tout ce qui se cache derrière. On ne voit pas tout le travail, on ne voit pas tout le travail, on ne voit pas tout l'investissement. Fait que vraiment, je pense que c'est à souligner. Puis derrière tout projet agrotouristique, il y a toujours comme la même question ou le même désir qui vient inspirer les gens. C'est comme comment je peux transmettre ma passion, comment je peux rapprocher le consommateur, tu sais, de la production agricole, du secteur, de qu'est-ce que je fais moi, fait que comment y partager, vraiment connecter avec lui finalement. Et dans tout projet, les questions réglementaires, ils viennent généralement assez vite. Hein? Est-ce que c'est permis de faire ça? Là, j'ai cette belle idée-là. Je peux-tu, je peux-tu pas? C'est à qui je dois m'informer? Je veux rester en règle. Bref, c'est un peu, des fois, ça peut sembler comme un labyrinthe, mais c'est important d'essayer de se démêler peut-être un peu aujourd'hui ensemble parce que c'est ce qui fait la différence dans la pérennité d'un projet, de mieux maîtriser les aspects réglementaires ou du moins connaître les organisations vers qui se tourner pour se faire accompagner. Alors, question d'essayer de se démêler un petit peu au niveau des aspects réglementaires. Je veux juste vous en nommer quelques-uns en commençant. Peut-être en connaissez-vous déjà. Il y a la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles qui implique des demandes d'autorisation auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Alors, vraiment, je pense que c'est vraiment notre parapluie au bout. J'ai le goût de le nommer un peu comme ça. Et bon, c'est sûr que parfois, il y a certains délais. Hein, il y a des délais quand même à prendre en considération dans les demandes d'autorisation. Mais sachez bien que quand on a un projet auquel on croit, c'est pas ça qui nous arrête. Hein, comme entrepreneur, on fonce et on dit, moi, j'y crois puis j'y vais. Fait que c'est bien évidemment que je vais vous encourager puis pas vous freiner avec certaines paperasses administratives. Dans les aspects réglementaires,
à ne pas oublier, il y a tous les règlements municipaux. Il faut s'assurer que les règlements de zonage, tout ça est respecté. Fait qu'on va en parler un petit peu au courant de ma conférence. Il y a le MAPAC ou la MAPAC, comme plusieurs le nomment. Il y a tous les permis, il y a l'enregistrement, les obligations aussi. C'est nous qui délivrons un numéro d'identification ministérielle qu'on appelle, que sûrement que vous connaissez. Sinon, c'est super important d'avoir son IM. Ça permet un accès libre davantage. Ben, ça permet certaines libertés réglementaires. C'est pas juste pour des demandes de subvention au MAPAC, c'est un peu ça que je veux vous dire. C'est un beau, je ne veux pas dire un passe-partout, je pense que ça serait peut-être un peu trop de dire ça de cette façon-là, mais ça l'ouvre beaucoup de portes. Merci, Corinne. Des fois, on l'oublie, mais il y a les certificats d'autorisation aussi auprès du ministère de l'Environnement. Là, il a changé de nom. De la lutte contre le changement climatique de la faune et des parcs, qu'il ne faut pas oublier quand il est question de la gestion des eaux usées, des eaux potables, par exemple. Puis, Monsieur de Saint-Jacques-de-Lys va le savoir, la régie des courses, des alcools et des jeux pour tout ce qui concerne les permis d'alcool, puis la façon dont les maintenir aussi, puis de respecter les obligations. Fait qu'aujourd'hui, plutôt que de passer une heure là, qu'on regarde ensemble des règlements puis qu'on s'ennuie un petit peu, on a essayé de vous offrir une autre forme, c'est-à-dire que je vous invite à suivre avec moi 3 entreprises fictives, 3 producteurs fictifs qui ont des projets agrotouristiques différents. Fait qu'on va se raconter un peu des histoires puis voir comment ça peut évoluer là-dedans avec les aspects réglementaires à considérer, les questions à se poser. Là-dessus, ce que je veux vous dire, c'est que présentement, il y a un projet de règlement qui est en cours de consultation. Projet de règlement que je vais dire au long, là, mais qu'après ça, je vais nommer affectueusement règlement 1.1. C'est le projet de règlement qui modifie le règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Donc, toutes les petites histoires qu'on a conçues, ils sont faites à partir du projet de règlement qui entend entrer en vigueur cet été. Donc, ce qui va être autorisé sans l'autorisation, sans passer par une demande d'autorisation de la CPTAQ. Là, c'est le temps de poser des questions. Si je vous ai perdu là, dans tout ce que je viens de dire, je veux juste qu'on comprenne bien qu'ils ont été conçus avec qu'est-ce qui risque d'être autorisé puis entre en vigueur à partir de cet été. Fait que, règlement 1.1. Il n'y a aucun de ces exemples-là, comme je vous ai dit, qui nécessiterait une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ, sauf un petit élément que je vais préciser vraiment clairement là, dans ma petite histoire. Fait que, mais ceci dit, même si dans la réglementation, il y a certaines activités qui sont permises sans faire une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ, ça n'empêche pas qu'il faut appeler notre municipalité et s'assurer que ça respecte les règlements municipaux. Fait que ça, on va en reparler aussi un petit peu. Puis, c'est parce que j'avais des petites mises en garde à faire avant de commencer les histoires, fait que lâchez pas. Ces scénarios-là, ils ne tiennent pas nécessairement en compte des zones grises qu'ils pourraient avoir au niveau réglementaire. Moi, je ne suis pas là pour faire l'interprétation de la loi non plus. Fait qu'on est allé vraiment avec des histoires qui permettraient ces autorisations-là, pas tout à fait ça que je veux dire, là, mais qui permettent de mettre en place ces activités-là sans faire une demande. Puis, tout projet qui semble un petit peu, est-ce que c'est complémentaire, compatible à l'agriculture? Parce que c'est la question de base qu'il faut se poser. Hein. C'est ça la mission de la CPTAQ, s'assurer de la protection du territoire agricole. Fait que tout projet que j'ai en tête, est-ce qu'il est complémentaire et compatible à l'agriculture? Si on se demande un peu oui ou non, ou qu'on doute, à ce moment-là, on va voir un juriste ou un avocat, c'est la ligne de conduite à prendre, qui va interpréter la loi pour vous. C'était un petit peu ce que je voulais vous dire. Ou encore, il y a un aménagiste à la Fédération de l'UPA, que si vous avez des questions, ils sont là assurément pour vous aider là-dedans puis voir comment ils peuvent vous soutenir dans vos démarches. Fait qu'appelez-les. Voilà. Fait que c'était pas mal un petit peu ce que j'avais envie de dire. Au niveau des questions, on va les prendre à la fin, s'il vous plaît. Puis moi, j'ai une collègue qui va joindre à moi là, pour m'aider à répondre au mieux qu'on peut. Comme je vous ai dit, on n'est pas là pour interpréter la loi. Donc, tout ce qui est vraiment crunchy, cas par cas, ça peut arriver qu'on n'ait pas tout à fait la réponse pour vous, mais regardez, on va faire au mieux, on est là pour vous, puis on va prendre en note des questions s'il le faut, puis revenir après. Fait que freinez-vous pas quand même là, à nous poser vos questions. Alors, voilà, là, j'espère que vous êtes prêts pour ma première petite histoire. Je vous présente ici Marie puis Simon.
sont propriétaires de la ferme aux 4 fruits. Ils font de la production de fraises, de framboises, ils font un peu de légumes aussi. Ils ont leur numéro d'identification ministériel, leur NIM, puis exploitant agricole, il faut que je le précise, ma petite Corinne, non? Puis depuis des années, ils vendent leur production à un distributeur. Puis là, comme ils vendent leur production de fruits et légumes frais et entiers à un distributeur, ils n'ont pas de permis de restauration puis de vente au détail, ils n'en ont pas besoin à ce moment-là. Fait que je voulais juste comme vraiment bien camper l'histoire de départ. Fait qu'ils ne possèdent pas le permis, mais ils ont un NIM puis ils font une belle production. Puis ils vendent à un distributeur, puis tout selon leur modèle d'affaires, ça fonctionne bien comme ça, puis ils sont en règle. Là, le couple, il commence à réfléchir. Mais comment je pourrais diversifier mes ventes? Fait qu'à un moment donné, Simon, il dit, ben là, Marie, il dit, on vend nos fraises à bas prix, mais les gens les achètent 3 fois plus cher à l'épicerie. Fait que là, Marie a réfléchi, puis elle se dit, ben là, si les gens ils venaient les acheter ici à la place. Fait que là, ben, leur première idée pop, ouvrir à l'autocueillette, puis assez souvent, l'agrotourisme, c'est pas rare que c'est comme ça que ça commence. Est-ce que l'autocueillette est une activité qui est compatible et complémentaire à l'agriculture? Ben, la réponse est oui. Fait que bingo. Mais vous serez d'accord avec moi pour ceux qui n'en font, accueillir des gens sur son site, ben, ça change un peu la dynamique quand même. Il faut comme se dire, bon, OK, il y a des voitures vont arriver chez nous, ils vont stationner où? Je vais gérer la circulation comment? Puis, tu sais, je vais avoir assez d'espace aussi? Alors, bon, est-ce que ça respecte la réglementation municipale aussi? Ou est-ce que je vais mettre mon enseigne sur le bord du chemin? Fait que là, il y a quand même des questions à se poser qui sont tout aussi importantes que ben, comment je vais faire ma promotion, puis comment je vais faire le graphisme de mon enseigne, par exemple. Fait qu'à ne pas négliger. Fait que nécessairement que Marie et Simon, la première étape, c'est faire un appel à la municipalité pour s'assurer que c'est autorisé de faire ça chez eux. Puis la municipalité, elle va regarder la réglementation municipale, là, tous les règlements de zonage, puis dans le cas présent, elle va dire que tout est correct. Donc, puis elle va y donner aussi de l'information sur la superficie du stationnement, l'aménagement, les règles d'affichage de bord de route aussi, les dimensions à respecter si, par exemple, ils veulent se construire un bâtiment d'accueil, etc. Fait que, première démarche, la municipalité. Alors, l'autocueillette, elle fonctionne super bien, puis Marie et Simon, ils sont contents. Ils remarquent que rapidement, les visiteurs viennent leur poser des questions. Vendez-vous du maïs? Vendez-vous du miel, des bleuets? Et là, moi, si je veux passer, là, après les heures ouvrables, m'acheter un petit panier de fraises, je peux-tu? Fait que là, Marie et Simon, ils réfléchissent, puis ils se disent, ben là, pourquoi on ne pourrait pas diversifier notre production un petit peu, puis augmenter l'achalandage, puis nos ventes aussi par la banque? Fait que là, de cette question-là naît l'idée de se construire un kiosque. Puis nécessairement que là, il y a de nouvelles questions qui se mettent, tu sais, qui pop, comme on dit. Ben là, le kiosque, je veux le faire de quelle grosseur? Tu sais, on m'autorise à le mettre où? Les dimensions avec les lignes de l'eau ou je sais pas trop, là. Alors, nécessairement, Marie et Simon, encore une fois, la première étape à faire, c'est d'appeler la municipalité pour s'assurer qu'ils respectent les règlements puis que, je veux dire, au niveau de la superficie, l'emplacement, que tout est OK avec eux. Fait que c'est ce qu'ils vont faire et c'est souvent aussi à ce moment-là que les gens vont dire, ben là, je vais appeler au MAPAC parce que là, il faut que je sois en règle pour les permis, moi, si ça me prend un permis. Fait que là, comme je vous l'ai dit, dans la plupart des cas, un permis de vente au détail est nécessaire. Si on veut vendre en marché public, si on veut faire des événements de foire ou vendre en ligne, etc. Mais dans le cas de Marie et Simon, comme c'est des produits qui sont frais, vendus frais et entiers, directement au consommateur, il n'y a pas de permis de restauration de vente au détail qui sont nécessaires ici. C'est autorisé. Si Marie et Simon vendaient aussi des œuvres de consommation en coquille, s'ils vendaient des produits apicoles purs ou des produits d'érable purs, ils pourraient les vendre aussi à leur kiosque sans demander de permis au MAPAC, puis ça serait correct. Dans la mesure où ils ont leur NIM, leur numéro d'identification ministérielle, chose qu'ils ont. Fait que, voilà, ils sont en règle de ce côté-là. Au travers de leur démarche d'information, Marie et Simon, ils vont apprendre que la réglementation, via notre règlement 1.1, que je vous ai nommé tantôt, il permet un kiosque de vente de produits agricoles à condition que, là, je vais vous nommer quelques conditions, à condition que le kiosque occupe une superficie de maximum 50 mètres carrés. Là, si Marie et Simon font comme, hey, mais on n'a pas assez de place, nous autres, pour leur faire notre kiosque, il y a une solution que le règlement il propose.
les producteurs peuvent se regrouper ensemble, bâtir un bâtiment à un endroit précis, puis vendre de façon collective leurs produits. Puis la superficie maximale qui sera autorisée dans ce moment-là, c'est 80 mètres carrés. Fait qu'il y a quand même une solution si tout jamais, là, on est un peu pris. Donc, critère numéro 1, superficie maximale à respecter. Critère numéro 2, il faut qu'au moins 30 de la valeur marchande des produits vendus proviennent de la ferme. Autre critère, tous les autres produits doivent être des produits québécois. Fait qu'on ne devrait pas trouver de produits chinois dans vos kiosques. Puis, dernier critère, c'est possible de vendre des produits promotionnels ou artisanaux. Tu sais, par exemple, si on a des boobas en laine d'alpaga, etc., là, pour dire quelque chose, eh bien, tout ça, c'est possible, mais il y a un maximum de 20 du revenu du kiosque là, qui doit être pour ce genre d'item-là. Puis, il faut qu'on se comprenne bien, le kiosque qui sert avant tout à vendre vos produits, à mettre en valeur aussi les produits des autres. Puis l'idée, c'est pas que ça devienne un winner. C'est vraiment pour mettre en valeur les produits. Fait que l'objectif de la réglementation ici, c'est de soutenir les circuits courts puis les producteurs locaux. Un bel objectif positif que je me permets de souligner en passant. Puis là, un jour, Marie, elle regarde les fraises à vendues, puis là, elle se dit, ben là, je suis bien occupée, mais là, je pourrais peut-être bien faire des tartes, puis du coulis, puis, je sais pas trop, là, de la confiture avec ça n'a pas d'allure. Fait que là, transformer des produits implique quand même de respecter des normes de salubrité aussi pour offrir des produits qui sont sains aux consommateurs. Hein? Fait que là, Marie, elle entreprend de s'informer au MAPAC en premier pour savoir ce que la transformation de ces produits impliquerait. En communiquant avec le MAPAC, là, la Marie, elle va apprendre plein d'informations. Elle va apprendre que la préparation alimentaire, elle peut se faire dans sa cuisine, mais si elle transforme moins de 100 kg par mois, puis qu'elle vend ses produits directement aux consommateurs. Sinon, si Marie transforme plus que 100 kg par mois, puis qu'elle vendrait par un intermédiaire, elle serait obligée de faire ça dans une cuisine commerciale. Puis une cuisine commerciale, bien, c'est une salle qui est dédiée à ça, à la transformation, qui est fermée aussi. Ça pourrait, par exemple, être un bâtiment qui est annexé à la maison ou bref, là, sur le site. Mais il faut vraiment que ce soit une salle qui est dédiée à ça. C'est ce qu'on entend par cuisine commerciale. Sinon, ça peut se faire ailleurs aussi. Puis si vous avez des questions, que les cuisines vous intéressent, vous pouvez nous appeler au MAPAC, on peut voir l'information qu'on peut vous donner. Cuisine commerciale. Question de savoir, cuisine commerciale, c'est le permis C1, c'est ça? Ça se peut-tu? Le C1, c'est c'est pour les viandes, c'est ça, c'est pour les viandes. Fait que pas nécessairement. OK. Ouais. OK, ça marche. C'est bon. Oui. C'est ça. Puis on a une conseillère en transformation aussi, puis n'hésitez pas à appeler notre sous-ministériel là, si vous avez des questions. Fait que, mais les permis, c'est tout en subtilité, c'est ça. Merci de votre question. J'ai échappé votre nom déjà? Martin. Bon, ben merci Martin. Fait que c'est ça. Marie, elle s'informe au MAPAC en ce qui a trait à la capacité maximale qu'elle peut transformer, mettons, chez elle dans sa cuisine, parce qu'elle aimerait mieux faire ça chez elle, puis elle doit vendre directement aux consommateurs. Elle va apprendre aussi qu'il y a une formation obligatoire en hygiène et salubrité alimentaire qui est à faire et qui est requise pour pouvoir obtenir son permis de vente au détail. Dans ce cas-ci, en transformant des tartes, des confitures et tout, Marie va avoir besoin d'un permis de restauration et de vente au détail du MAPAC. Alors, voilà. Puis, après avoir fait son appel au MAPAC, Marie, elle va quand même devoir téléphoner à la municipalité pour s'assurer qu'il l'autorise à faire cette activité-là chez elle, la transformation dans sa cuisine. Il faut s'assurer que c'est en phase avec les règlements de zonage. Fait que là, ben Marie, tout va bien. La municipalité a dit, ben oui, aussi, il n'y a pas de problème. Marie est allée de l'avant avec son permis, sa formation obligatoire avec des membres accrédités du MAPAC. Elle a son permis maintenant. Fait qu'elle peut transformer ses produits, est allée de l'avant, puis maintenant, elle offre des délicieux produits. Puis là, ben, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que là, au fil du temps, ben, les idées continuent. Hein? Puis là, à un moment donné, leur petite popoune, elle les regarde, elle dit, ben là, maman, nos framboises, nos fraises sont tellement bonnes. Moi, j'aimerais ça, là, offrir de la bonne slush, puis ou encore des bons popsicles à la clientèle. Fait que là, Marie a fait comme, ah, ma puce, t'as donc une bonne idée, toi. Fait que là, Marie a réfléchi. Là, elle se dit, bon, il faut que je respecte mon 100 kg de transformation de 100 kg par mois. OK, check, ça fonctionne.
Puis, est-ce que je suis en règle au niveau de formation, permis? Oui, effectivement, c'est le cas. Puis, est-ce qu'on va vendre nos popsicles directement au consommateur? Oui. Check. Bien là, tout est en règle. Fait qu'en 2 temps, 3 mouvements, Marie et sa fille, il y avait du fun à se faire comme des bons popsicles, puis après ça, à vendre ça à la clientèle. Pensez-vous que Marie aurait pu décider de faire de la crème glacée aux fraises? Ça, c'est une question un peu tricky. Puis la réponse est un petit peu subtile quand même. En fait, ça va comme dépendre de ce qu'elle veut faire exactement. Si Marie, elle achète une machine pour, puis elle achète des poches de crème, puis elle met ça là-dedans, puis ça brasse tout seul, puis il y a de la crème glacée à la clientèle, là, on se rapproche de ce qu'on appelle un comptoir laitier, puis et d'une activité de restauration pour consommation immédiate. Fait que là, elle communiquerait avec le MAPAC qui lui dirait au niveau du permis à obtenir, parce que là, on se rapproche d'une catégorie de restauration dans le cas présent. Il faudrait qu'elle s'assure qu'au niveau des permis, être en phase ou être autorisée à faire avec celui qu'elle a actuellement ou le faire réviser. Si tout jamais Marie, elle voulait faire la propre crème, bien là, on rentre plus dans une activité d'usine laitière, puis c'est un petit peu différent. Ça ne serait clairement pas autorisé dans sa cuisine domestique de faire ça. Puis, il faudra seulement que ça soit dans une cuisine commerciale, puis elle aurait besoin d'un permis vraiment spécifique du MAPAC pour ça, qu'on nomme un permis de fabrication de produits laitiers et permis d'usine laitière. Donc, en tous les cas, si Marie, elle avait eu l'idée de vouloir offrir de la crème glacée aux fraises, elle devrait absolument communiquer avec le MAPAC pour s'assurer qu'est-ce qu'il y en est, comment est-ce qu'elle s'y prendrait, puis qu'est-ce qu'elle nécessiterait pour respecter la réglementation. Alors, après tout ça, l'autocueillette, le beau kiosque qui marche, puis là, la transformation, puis là, ils sont rendus avec des friandises pour la clientèle. Mais là, Marie, elle demande à Simon, parce qu'elle voit qu'il y a quand même beaucoup de familles qui ont le goût d'aller chez elle, puis qui vont à l'autocueillette, puis que là, ils ont le goût de rester un peu plus longtemps sur le site. Mais là, Marie, elle demande à Simon, ben là, tu pourrais-tu me préparer un coin jeu pour les enfants? Avec un carré de sable, puis des balançoires, puis quelques tables à pique-nique. Fait que là, Simon lui demande, ouais, mais je peux-tu faire ça, moi, construire un module de jeu en zone agricole, puis que ce soit autorisé par la CPTEQ? Fait que là, la réponse à Simon est qu'en effet, la construction d'un module de jeu d'envergure, là, je tiens à dire que ce n'est pas 2-3 balançoires avec une petite glissade pour enfants, là. Un module de jeu d'envergure en zone agricole nécessiterait de passer par la CPTEQ pour s'assurer qu'il l'autorise. Puis, voilà, c'est ça. Puis pour faire une demande à la CPTEQ, ben, on va sur leur site Internet. Première étape, on prend connaissance des informations qui sont là. C'est quand même bien expliqué. Le formulaire est là aussi en ligne. Puis, un coup qu'on a pris connaissance un peu du processus, puis qu'est-ce qu'il y en est, l'étape qui est à faire, c'est de communiquer avec la municipalité. Cet organisme-là est vraiment clé quand c'est le temps de faire une demande d'autorisation à la CPTEQ parce qu'ils doivent s'assurer que votre projet respecte en premier leur règlement de zonage, leur règlement d'urbanisme. Sinon, la CPTEQ n'analysera même pas votre dossier. Fait que c'est un petit peu ce que je voulais vous donner comme information. Puis, oui, il y a des délais qui y sont associés, mais il ne faut pas se freiner, comme je vous ai dit. Hein? Les entrepreneurs, ça a du gaz, ça a du cœur au ventre. Puis, quand on croit à nos projets, on fonce, puis on y va. Ce n'est pas un petit peu de papier qu'il faut qu'il nous freine à ce moment-là. On va au bout des choses. Jenny, j'aurais une question. Tu as parlé de modules de jeu. Est-ce qu'il y a un enjeu d'assurance aussi? T'sais, on a parlé surtout de réglementation, mais au niveau des assurances, est-ce qu'il y a de quoi de particulier à regarder pour des modules de jeu? Bien, c'est sûr que là, il faut absolument se référer aux assurances. Puis là, moi, je suis moins connaissante de ce côté-là, mais je le sais qu'il y a certains enjeux qui y sont associés. Fait que là, surtout quand tu parlais de modules de jeu d'envergure, donc ça pourrait être à vérifier aussi. Il y a toute la sécurité. Hein, effectivement, il ne faut pas oublier, merci Martin, qu'il y aura un appel à faire aux assurances là, pour s'assurer puis voir qu'est-ce qu'il y en est là, avant de poursuivre le projet. Merci. Puis si tu avais un élément que tu connais en ajout à dire à la clientèle, n'hésite pas là-dessus. Oh, ben, pas spécifiquement au niveau des assurances, là, mais on y reviendra. OK, bon, parfait. Excellent. Alors, voilà. Fait que là, ben, Marie et Simon sont allés sur Internet, ils ont regardé un peu ça pour la demande de la CPTEQ. Ils sont allés voir la municipalité qui nous ont dit, eh bien, nous autres, un module de jeu de cette ampleur-là, tout ça est autorisé dans notre réglementation. Fait qu'ils ont décidé d'aller de l'avant avec la demande, puis ça a été accepté auprès de la CPTEQ. Fait que là, ben, rapidement, Marie, elle commence à se faire demander, hey, moi, j'aimerais ça faire ma fête d'amis, d'enfants ici, j'amènerais mon petit gâteau, êtes-vous d'accord?
ou les tables à pique-nique, puis tout ça. Fait que, tu sais, fait que là, Marie, ben, elle trouve ça le fun, puis elle a des belles infrastructures en place, puis tout ça lui permet d'offrir ça. Fait que rapidement, l'entreprise ben, est devenue une belle destination familiale où les gens vont non seulement cueillir des fraises, mais ramasser 2-3 pots de confiture, puis aller s'amuser dans les jeux, puis profiter de l'extérieur. Fait que voilà, ça passe bien un dimanche après-midi. Petit message clé, j'ai peut-être l'impression de me répéter dans un sens, mais en tout cas, bref, la plupart des projets agrotouristiques, hein, ils naissent pas nécessairement comme des grands projets d'envergure dès le départ. Hein. On commence petit à petit, puis on avance, puis on investit, puis on a des nouvelles idées au fur et à mesure. Puis, le seul message, c'est qu'à chaque nouvelle idée qu'on a, il faut juste toujours se demander, mais qu'est-ce que la réglementation autorise ici? Puis, si je n'ai pas la réponse, ben, vers qui je peux me tourner pour obtenir mes informations. Alors, petit wrap-up. Hop là! Autocueillette, c'est un petit wrap-up de mon histoire. Fait qu'Autocueillette, on se réfère vers la municipalité qui a plein d'informations à vous donner, entre autres comme stationnement, circulation, etc. Kiosque à la ferme, on s'assure auprès de la municipalité qu'au niveau de l'emplacement, tout est OK. Puis les normes. MAPAC, évidemment, savoir, ben, j'ai-tu besoin d'un permis dans mon cas ou non. Puis les différentes conditions réglementaires, donc la superficie maximale à respecter, de 50 mètres carrés si c'est chez vous ou 80 mètres carrés si vous êtes en regroupement avec d'autres producteurs. Le minimum de 30 % de la valeur marchande des produits de la ferme. Tous les autres produits sont québécois. Puis, il y a des produits artisanaux non alimentaires qui sont autorisés jusqu'à un maximum de 20 % des revenus. Puis, ils doivent être québécois. On s'entend. Au niveau de la transformation, c'est sûr qu'on se réfère au MAPAC. Il y a une formation qui est à suivre, un permis probablement qui est à obtenir, puis et tout. On peut faire ça dans notre cuisine si on produit pour moins de 100 kg par mois. Et j'aurais dû ajouter et vendu directement aux consommateurs. Si c'est plus de 100 kg par mois, ça prend une cuisine commerciale qui est obligatoire ici. Puis, on s'assure auprès de notre municipalité qu'ils permettent l'usage à l'endroit où on veut le faire. Aire récréative pour les modules de jeu d'envergure, je tiens à le dire, là, pas une petite balançoire puis une glissade. On se réfère vers la CPTQ pour s'assurer qu'ils autorisent ça en zone agricole. Pas trop... Ça va? Êtes-vous prêts pour ma deuxième histoire? Ça fait quand même beaucoup d'informations. Ici, je vous présente François. François, il est propriétaire du verger Belle-Pomme. Puis, François, en fait, il est ouvert à l'autocueillette depuis des années, puis ça fonctionne super bien. Puis ça, François, je tiens à dire, là, ça, c'est le producteur qui aime recevoir. Fait que là, François, ben, il offre l'autocueillette, ça fonctionne bien. Il transforme aussi des produits, hein, il fait du jus, il fait de la compote de pommes, du beurre de pomme à l'érable aussi, puis du beurre de pomme et érable, je devrais dire, puis encore de la gelée. Il y a son numéro d'identification ministérielle exploitant agricole. Puis bien sûr, il vend du cidre. Parce que là, quand c'est question d'un verger, ça vient généralement assez vite. Est-ce que je peux faire et vendre du cidre? Fait que voilà. Fait que c'est ça. Puis là, ben, pour le cidre, François, il a consulté la Régie des courses des alcools et des jeux, des alcools, des courses et des jeux, la RACJ. Puis pour savoir qu'est-ce qu'il y en était pour le permis, puis comment l'obtenir. Puis on comprend que dans l'histoire, il y a déjà son permis qui lui permet là, de fabriquer puis de vendre son alcool. On comprend par la bande que comme François transforme, il a déjà suivi sa formation obligatoire en hygiène et salubrité, puis il y a le permis aussi qui est requis pour faire sa transformation. Dans le fond, il y a 2 permis, là, François. Comme j'ai dit, François, il adore recevoir la clientèle, puis un jour, il remarque que les visiteurs, ils restent plus longtemps chez eux. Puis les gens, ils demandent, avez-vous des tables à pique-nique? Moi, j'aime beaucoup ça ici, puis je mangerais bien ma petite sandwich chez vous, en regardant les paysages. Ou au printemps, il y a un jeune couple qui était venu le voir pour dire, hey, c'est tellement beau, on entend des forts. Moi, j'aimerais ça aller prendre une petite marche chez vous, je peux. Fait que là, François, lui, il adore ça, avoir du monde qui se promène sur son terrain puis de le jaser. Fait que là, il s'est dit, c'est vrai que c'est beau chez nous, les gens aiment ça venir ici. Bien, pourquoi pas améliorer l'expérience? Fait que là, François, lui, ben, il voit grand. Il s'imagine déjà des beaux brunchs, puis des dégustations, puis tu sais, des tables champêtres qui sont servies dans sa belle grange super chaleureuse, tu sais. Puis il se voit déjà servir tout ce beau monde-là. Est-ce que vous pensez qu'un producteur peut offrir des repas à la firme? Oui.
vous êtes peut-être même déjà allé prendre un bon repas dans une ferme agro-touristique, puis c'est comme super le fun. Alors, selon le règlement 1.1, puis là, je vais parler en fonction de la consultation qui est en cours, puisqu'on s'attend qu'il entre en vigueur cet été, un producteur peut effectivement offrir des repas à la ferme, mais il doit avoir quelques conditions qui doivent être respectées. Le menu qu'il offre doit contenir au moins 30% de la valeur marchande des produits de la ferme. L'espace aussi qu'il offre doit offrir un maximum de 60 sièges. Puis, les installations permanentes qui sont requises pour mener à bien son projet doivent avoir un maximum de 120 mètres carrés. C'est la salle de réception pour le service, fait qu'on comprend que c'est la salle de réception, mais ça exclut la cuisine. Quand on parle de service de repas à la ferme, on parle vraiment d'une expérience gastronomique à petite échelle, dans nos, tout en tradition, là, dans notre pas tout en tradition. Ben oui, hein, on partage notre expérience, on partage notre savoir-faire, tant qu'à avoir des clients qui viennent chez nous. Fait qu'on veut vraiment offrir une expérience à petite échelle, puis pas que c'est pas un restaurant traditionnel là, de 100 places. C'est vraiment pas ça l'idée. Fait que là, ben, François, il se met à réfléchir à son menu. Puis là, je vous rappelle que le menu doit contenir au moins 30% de la valeur marchande des produits de la ferme. Fait que qu'est-ce qu'il y a, François, lui? Ben, François, il y a des pommes, puis il y a du cidre. Fait que là, il s'imagine du pain doré avec du beurre de pomme maison servi avec ça. Il s'imagine des dégustations avec son cidre aussi. Là, il s'imagine sa petite gelée, sa compote, peut-être sur un bon petit dessert aux pommes. Fait que là, il se dit, est-ce que moi, je suis capable de respecter le critère réglementaire avec ma production actuelle ou je dois voir si je ne dois pas diversifier davantage? Fait que là, vous avez compris. Le menu que le producteur offre avec ses produits, ce n'est pas juste pour décorer l'assiette. Ce n'est pas juste de mettre des petites tranches de pommes autour de l'assiette pour faire beau. Il faut vraiment que ce soit le cœur du menu. Il faut vraiment que ce soit le cœur de l'assiette. Puis pourquoi? Bien parce que la réglementation, ce qu'elle veut, ce que le MAPAC, on veut aussi, c'est que vous mettez, puis l'UPA, évidemment, que vous mettez en valeur vos produits à vous. Tu sais, que les consommateurs, ils mangent ce que vous avez à offrir, puis qu'ils savourent, puis qu'ils l'adorent. Fait que c'est ça l'idée en arrière. Fait que là, François, ben, ça donne qu'il a vu passer les événements des cafés de la mise en marché. Puis il a décidé qu'il y allait, lui. Ça l'intéressait. Puis il a rencontré Corinne du MAPAC. Puis là, elle est conseillère en développement régional de la direction de Chaudière-Appalaches. Puis là, il s'est dit, non, j'ai le goût d'aller à finir, j'ai le goût de discuter de mon projet avec. Fait que là, ben, François, il est allé la voir. Fait qu'il a discuté de son projet. Puis il a parlé aussi du critère d'au moins 30%, puis de la valeur marchande. Puis il se demande s'il est correct avec ce qu'il y a actuellement. Fait que là, ben, Corinne, entre autres, dans toutes les bonnes idées, les bons conseils, puis les beaux sourires qu'elle a fait, elle a parlé de l'outil de l'agro-calculateur aussi, pour l'aider à savoir puis à calculer son coût de revient puis qu'il se fasse une idée avec ça. Puis elle a dit, ben, donne-moi ton adresse courriel. Ça va me faire plaisir de t'envoyer ça. Tu ne chercheras pas longtemps avec moi, tu vas voir. Fait que, ben, c'est ça. En revenant au bureau, Corinne, elle envoie ça par courriel. François, ben, il a fait ses devoirs, il a tout rentré ses affaires, puis il a conclu que lui, c'était suffisant avec les produits qu'il avait en face, avec les produits qu'il avait, de respecter ce critère-là avec ses ventes actuelles. Fait que là, là, François, ça ne s'arrête pas là. Il a comme vérifié ce bout-là au niveau de la réglementation, mais là, il faut qu'il s'assure quand même auprès de sa municipalité qu'il est autorisé à offrir des repas à la ferme chez lui. Fait que c'est ce que François a fait. Il a communiqué avec sa municipalité qui a dit, ben oui. Puis à part de ça, on m'en va aller le voir, moi. Puis là, ben, François, il faudrait quand même qu'il communique avec le MAPAC pour s'assurer que son permis actuel, ben, ça respecte le projet qu'il veut faire. Ça serait quand même une bonne pratique de le faire. Hein? Fait qu'en plus de respecter la réglementation, puis de vérifier pour les permis, ben, offrir des repas à la ferme implique quand même des installations sanitaires qui sont conformes. Parce que là, nécessairement, qu'ils vont avoir la gestion d'eau usée en lien avec toute l'utilisation dans la cuisine, par exemple, puis la clientèle. Fait que petit mot là-dessus, parce qu'il faut s'assurer que les installations septiques, ils respectent la conformité municipale. Tout bâtiment qui doit traiter un volume d'eau usée supérieur à 3240 litres par jour doit absolument obtenir l'autorisation, le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement pour la conception du système. Puis, il y a un ingénieur qui va devoir être mis dans le coup. Pour vous donner une petite idée, là, 3240 litres
par jour de consommation, ça correspond à environ 20 à 25 sièges, selon le nombre d'employés aussi, parce qu'ils calculent l'utilisation pour les employés aussi. Fait que, grosso modo, c'est l'idée que je voulais vous donner. 3240 litres par jour, 20-25 sièges. Passez ça, il faut penser là, à s'informer auprès du ministère de l'Environnement. Puis, les eaux usées, au niveau de la cuisine et tout ça, doivent respecter la définition des eaux ménagères qui se retrouve dans le règlement Q2R22. Fait que, si vous avez des questions, de vous informer à votre municipalité ou encore le ministère de l'Environnement, ce serait vraiment la démarche à faire dans ce cas-ci. Des fois, on peut froncer les sourcils quand on voit combien ça coûte, ces installations-là. Fait que c'est à considérer dans le budget du projet quand même. Fait que voilà, c'était le petit mot que je voulais vous dire. Fait que dans le cas de François, tout a bien été, ses installations sont conformes, il offre des repas, il pouvait respecter tous les critères réglementaires, la municipalité était d'accord, permis en règle, etc. Ben là, ça ne s'arrête pas là de son côté. Fait que là, lui, il offre des repas à la ferme, puis il sert de son cidre, puis l'achalandage est au rendez-vous, les clients sont super contents, il a droit à des sourires tout le temps, des bons commentaires. Un jour, il y a un couple qui l'approche, puis qui demande « Hey, c'est tellement beau dans votre version, pourrais-tu se marier ici? » Fait que là, François, il est comme super touché par la demande. Mais en même temps, il est un peu hésitant. Hey, je peux-tu offrir ça, des mariages chez nous ou pas? Fait que là, il se dit, ben, je m'informe puis je vous ordonne des nouvelles. Fait que selon vous, est-ce qu'un producteur peut organiser des événements à la firme? Le Corinne est là. Alors, selon le règlement 1.1, un producteur peut effectivement organiser son exploitation des événements à la ferme. Fait qu'il peut offrir jusqu'à 20, je devrais dire réceptions, c'est le bon terme, jusqu'à 20 réceptions par année avec un maximum de 100 invités. Puis chaque réception peut durer jusqu'à 4 jours au total. Puis là, ça tombe bien parce que le couple en question, c'est des Italiens. Puis je ne sais pas si vous le savez, mais des Italiens, ça fête ça en grand, eux, des mariages. Fait qu'ils ont déjà planifié et nous autres, c'est 4 jours à côté, 100 personnes par jour, tu vas voir. On souligne ça, ça vaut la peine. Alors, oui, les mariages à la ferme sont possibles, mais la réglementation elle prévoit quand même certaines balises, parce que là, on se rappelle, il faut toujours que les activités restent complémentaires et compatibles à l'agriculture. C'est toujours ça. Fait que les réceptions, ils doivent mettre en valeur les produits de la ferme. Fait qu'en d'autres mots, le menu du mariage aussi devra respecter le critère qu'au moins 30 de la valeur marchande des produits de la ferme soit au cœur du menu. Le reste soit québécois aussi. Puis, fait que là, François, un coup qu'il a ces informations-là, il fait quand même ses contacts à ses vérifications auprès de la municipalité parce qu'il veut savoir, ben, si tu conformes avec le zonage municipal, avez-vous des choses à me dire au niveau du bruit, au niveau de l'achalandage, de la circulation? Fait que, bref, il prend toutes ces informations-là. Puis là, au travers, François, il s'est dit, hey, moi, j'avais tellement eu un bon service avec Corinne, elle a tellement l'air d'être une bonne ressource, je vais la rappeler là, pour faire sûr que j'ai fait le tour de la question. Fait que François, ben, il a décidé de rappeler Corinne. Puis là, Corinne, en plus du référencement qu'elle fait, elle dit, là, tu vas servir de l'alcool au mariage, ça sera peut-être bien pas juste de ton cidre là, que tu vas vouloir servir là. Là, tu devrais peut-être communiquer avec la RACJ, la Régie des courses des alcools et des jeux, pour s'assurer qu'au niveau de l'alcool, tu peux effectivement servir et vendre, etc., là, selon ce qu'il y en a. Fait que là, François, ben, il n'avait pas pensé à ça. Il a dit hey, merci, Corinne. Il a fait ses démarches auprès de la RACJ, puis effectivement, selon la situation, puis là, je n'entrerai pas dans tous les différents cas de figure, il peut avoir un permis qui est requis là, selon qu'est-ce qui est servi, qui le sert, c'est-tu vendu, ou fait, bon. Fait que RACJ, ça, nécessairement. Ah, c'est ça, j'avais un clic à faire ici. Puis là, ben, mon histoire est finie parce que vous comprendrez que François s'en vient pas mal occupé avec son autocueillette, puis les gens qui se promènent, puis là, les repas à la ferme, les réceptions, puis tout le kit. Il se dit, là, j'aime le monde. C'est correct, ma limite est atteinte. Fait que petit message clé ici. Toute activité qui devient touristique ou événementielle nécessite clairement qu'on vérifie au niveau du zonage, puis les conformités, puis les autorisations. Puis, toujours garde en tête que le cœur de l'activité doit miser la mise en valeur des produits de la ferme. Oui? Ah, mais c'était juste pour compléter un petit peu, faire du pouce ce que tu disais dans le fond avec la RACJ. Je pense que dans ce cas-là, ça peut un permis d'événement, c'est 100 $ par jour. Ça permet à la personne de vendre de l'alcool et tout ça. Là. OK. Oui, oui. Pour les gens, c'est des gens qui peuvent faire des événements comme ça. Là. Ouais.
C'est ça. Ça ressemble à ça. Ah, mais merci, Martin. C'est gentil. On a quelqu'un qui s'y connaît, Martin Parot, qui est du Griendel ici, donc qui est dans le domaine des alcools. Donc, C'est ça. il y avait d'autres interventions aussi en arrière? Ah, non, ça va? C'est correct. Moi, j'aurais une petite question pour toi, Jenny. Oui. En parlant de repas, la question des food trucks, est-ce que tu l'abordes dans un autre exemple? Oh, j'y avais pas pensé. Oui, OK. Parce que là, on a un mariage. Là, on a compris que le pourcentage, dans le fond, ça se pourrait être compliqué de faire venir un traiteur, à moins de demander au traiteur d'utiliser les produits de la ferme. Si je comprends bien, mais il y aurait une possibilité. Fait que le food truck, souvent, peut être une alternative que les gens vont penser. J'ai envie de faire de quoi, mais je ne veux pas me lancer dans une cuisine en fou ou je n'ai assez à gérer de mes affaires. Je peux-tu faire venir un food truck chez nous, là? Ben, j'ai pas la réponse noir ou blanc, mais je trouve ça super intéressant. En tout cas, si ça vous intéresse, moi, je peux peut-être probablement pêche à l'info parce que ça m'intéresse de savoir aussi. Ah, excellent. À moins qu'on ait Ouais, c'est ça, à moins des idées qui peut-être le font ou y ont pensé, puis ils veulent nous donner un petit cue là-dessus. Ouais. Mais Désolé, j'ai amené la question, mais pas la réponse. c'est super pour ça. Mais j'aurais tendance à vérifier auprès de la municipalité. Là. Je pense que ça a été mon premier réflexe, aller voir la réglementation municipale. Là. Définitivement. Excellent. Bon, on va aller au résumé. Ah, j'ai une question. La règle du 30 de la valeur marchande des produits de la ferme, y a-t-il des alternatives si jamais on n'est pas capable, avec notre menu, de le respecter? Ben, il faut penser à diversifier la production à ce moment-là. Ouais. OK. C'est ça. Ou aller en demande à la CPTAQ. Ouais, exactement. Tu avais des belles images de saucisses, quelque part au pâturage ou à la limite des poulets. Il y a des possibilités de production sans quota. Donc, il y aura probablement des choses à vérifier avec nos gens du MAPAC, nos conseillers en développement régional du MAPAC, là, pour voir si c'est possible d'ajouter ces productions-là sur notre site. Oui, définitivement. Fait que merci, Anne-Marie. Excellent. Fait que petit wrap-up pour notre ami François qui aime tant recevoir des gens chez eux. Repas à la ferme, ben, les conditions réglementaires sont mentionnées ici. Maximum 60 sièges, une salle de réception de maximum 120 mètres carrés. Le critère au niveau du menu. On s'assure de vérifier auprès du MAPAC au niveau du permis à obtenir si requis, si ça prend permis de restauration. Municipalité, évidemment. Il faut s'assurer que ça respecte les règlements de zonage. Puis le ministère de l'Environnement si la consommation d'eau est élevée. Au niveau des réceptions, maximum de 20 réceptions par année, un maximum de 100 invités, durée maximale de 4 jours par événement. Le critère ici, au niveau du 30 de la valeur marchande, s'applique toujours. On s'assure auprès de la municipalité parce qu'il dit réception, dit musique, bruit, etc. Achalandage aussi, fait que c'est à vérifier auprès de votre municipalité. Le MAPAC, voir s'il n'y a pas des permis qui sont requis. Puis la RAGI, évidemment, parce que c'est assez rare qu'il y ait des réceptions où il n'y a pas d'alcool. Quoi? Ah oui, OK. J'ai une question en ligne. Donc, la question de Véronique Carbonneau. Outre mes clients qui ont des cabanes à sucre, la CPTAQ semble avoir beaucoup de réticences quant aux journées événementielles sur un territoire agricole. Est-ce que vous connaissez les règlements précis à suivre? Je lance une réponse. Ben oui, tu peux y aller. Super. Parce que tu as peut-être de l'info. Oui, c'est ça. Ben, en fait, le le règlement 1.1 là, que Jenny a mentionné, qui est en ce moment en consultation, vise dans le fond à ouvrir des permissions sans autorisation de la CPTAQ. Fait que ça touche notamment l'événementiel. Fait que si vous consultez le règlement 1.1, puis Jenny l'a pas mentionné, mais après la conférence, on va vous envoyer des liens. Avec tout ce qu'elle vous parle là, des liens vers les organismes là, qui a été mentionné, dont le lien vers le règlement 1.1. Puis le tableau. Tu sais, le tableau avec le règlement actuel, puis ce qui est en cours, tu sais, Oui, c'est ça qui changerait, merci beaucoup, pour l'été prochain. Puis madame, elle va vraiment voir qu'est-ce qu'il y en a au niveau des réceptions, puis événements. Puis l'idée de la consultation actuelle, puis de la révision qu'on aimerait qu'il soit faite de ce règlement-là, c'est justement pour permettre plus d'activités agrotouristiques en zone agricole, puis que ce soit plus facilitant pour nos producteurs, puis de faire connaître davantage tout notre beau
L'agro-tourisme, c'est tellement authentique et exceptionnel. Oui, exactement. Fait que le règlement, effectivement, vise à ouvrir un peu plus large là, les permissions au niveau de l'événementiel. Mais si vous voulez au-delà de la réglementation, ça va être à la demande d'autorisation Oui. à la CPTAQ. Oui. Juste une précision, Denis. Le règlement, est-tu en vigueur présentement ou il est à venir? Hein? C'est en C'est préparation? vraiment une loi qui est comme en vigueur. Puis là, oui, c'est ça. Puis là, il est une période de consultation actuellement. Donc, puis, les règles que qui est en vigueur cet été. Puis j'ai été autorisée à pouvoir concevoir des scénarios à l'aide du règlement qu'on. C'est ça, c'est important à préciser. Donc, ça va être applicable à partir de cet été. Oui, Merci. exactement. Fait que, avec le petit bémol, mais je veux dire, on m'a autorisé à le faire de cette façon-là. Fait que je pense qu'on est confiant que ça rentre bel et bien en vigueur sous cette forme-là cet été. Fait que, dernière histoire, je vous présente Camille ici, qui est notre entrepreneur qui aime beaucoup transmettre sa passion. Fait que Camille, elle est propriétaire de Cassis Camomille et compagnie. Elle produit du cassis, des plantes ornementales. Elle fait aussi un peu de transformation comme de la confiture. Fait qu'elle transforme déjà moins de 100 kg par mois dans sa cuisine qu'elle vend directement aux consommateurs. Elle possède déjà un kiosque de vente à la ferme aussi, où elle vend ses super de bons produits. Elle est détentrice d'un permis de restauration et de vente au détail du MAPAC pour lui permettre justement de faire sa transfo puis de vendre ses produits transformés directement aux consommateurs. Puis Camille, elle a un rêve. C'est pas juste de vendre ses produits ses super de bons produits dans un kiosque. Elle a rêve de transmettre sa passion, ça la dévore, elle, de faire connaître l'agriculture aux gens, ça l'anime beaucoup, elle trouve ça super inspirant, elle veut faire découvrir la ferme. Fait que là, un jour, Camille, elle a des clients curieux qui sont venus au kiosque puis ils ont dit hey, « c'est beau ici, seriez-vous d'accord de nous faire visiter? » Fait que là, Camille est super contente, touchée par la demande. Elle dit « ben oui, puis c'était pas trop, elle pouvait le faire à ce moment-là. » Fait qu'elle fait le tour avec eux, ils posent des questions, elle répond. Elle se rend compte qu'elle adore ça, qu'elle traite bien raide, elle, des clients qui posent des questions puis qui ont de l'intérêt pour qu'est-ce qu'elle fait, puis elle voit qu'elle a beaucoup à transmettre. Fait que là, Camille, elle adore ça au point qu'elle se dit ben, pourquoi je ne pourrais pas offrir des visites, élargir cette offre de visite-là à d'autres clientèles aussi. Camille, elle doit quand même, c'est une super de bonne idée, elle doit quand même s'assurer auprès de la municipalité, ben, je peux-tu faire ça là, chez nous, offrir des visites? Fait qu'elle contacte sa municipalité qui ont fait ben oui, il n'y a pas de problème. Puis elle va apprendre à ce moment-là qu'elle peut offrir des visites avec ou sans un guide. Fait que là, Camille est partie. Elle s'imagine déjà des parcours autoguidés, des belles enseignes un peu partout, puis là, des visites avec ou sans un guide, puis des maquettes. Fait que là, elle est partie. Puis là, après ces vérifications, ben c'est ça. Camille, elle rêve, puis elle cogite, c'est ça, à tout plein d'affaires. Puis elle veut vraiment, au final, informer les gens sur la culture du cassis, la pollinisation aussi, puis la transformation. Fait que là, elle s'adonne à voir passer une infolette du MAPAC. Il y a une initiative ministérielle de proximité qui rouvre dans pas long. Elle se dit crime, je vais pouvoir peut-être déposer mon projet là-dedans puis bénéficier d'une belle subvention puis me faire comme des beaux outils promotionnels au travers. Fait que là, ben, elle a commencé par appeler Corinne pour prendre l'information un peu. Puis, finalement, ben, elle a fait sa demande d'aide financière, puis elle a eu une belle subvention, puis elle a tout mis en place son beau projet, fait qu'elle est allée de l'avant là-dedans. Fait qu'elle s'est lancée à offrir ce beau concept-là à des groupes scolaires, puis à des familles, puis à tout plein de visiteurs curieux aussi. Fait que quelques années plus tard, Camille est super satisfaite de ses ventes, son kiosque qui marche bien, l'achalandage a augmenté, les visites, ça va bien, elle a des très bons commentaires, puis elle est super bonne sur les réseaux sociaux aussi. Là, elle s'est faite la main davantage. Elle est allée sur le site de l'Atacop. Puis il y avait comme des belles formations où elle pouvait comme se renseigner sur le marketing puis tout le kit agroalimentaire. Fait qu'elle est super bonne là-dedans, puis elle tripe. Fait que là, vous comprendrez qu'elle fait des belles publications, puis des belles stories, puis là, elle s'est renseignée pour devenir arrêt gourmand au travers de ça. Là, son entreprise a fait beaucoup de bouche à oreille, puis elle s'est mise à remarquer que les gens, ils viennent de plus en plus loin pour venir la voir. Elle a même eu des clients qui ont dit qu'ils étaient venus de Montréal, qui se sont loués un hôtel dans le coin pour passer la journée puis visiter aussi au travers. Parce qu'en plus, ils sont allés sur le site de l'Atacop puis ils ont vu qu'il y avait une coupe d'arrêt gourmand qu'ils pouvaient faire au travers. Fait qu'écoute, une belle fin de semaine en 2 temps, 3 mouvements. Fait que là,
Camille, voyant tout ça, elle s'est dit, hein, tu sais, pourquoi les faire coucher dans un hôtel? J'aimerais peut-être bien ça, m'offrir de l'hébergement chez nous. Hey, ça serait-tu donc bien le fun? C'est tellement paisible chez nous. Fait que là, ben Camille, juste ça, elle a déjà parti, elle n'a pas dormi de la nuit. Elle s'est mise à imaginer quelque chose. Tu sais, 2, 3 petits chalets, puis des petits espaces, tu sais, peut-être pour les VR, puis elle était partie, elle, là. Fait que là, la réglementation, c'est cool pour Camille. Elle permet certains aménagements quand même en zone agricole, mais il faut comprendre que l'idée, c'est pas de créer un camping en zone agricole, c'est vraiment pas ça. Mais c'est vraiment d'offrir un bel arrêt à la firme, de faire connaître notre coin, de transmettre notre passion, de faire savourer nos produits, tu sais, des ventes aussi. C'est ça que la réglementation, elle veut en dessous. On est là pour ça, parce qu'on a beaucoup à offrir. Fait qu'en résumé, un producteur comme Camille peut offrir dans sa résidence un maximum de 5 chambres à coucher en location, avec un maximum de 15 personnes au total, pour une nuit, avec un seul déjeuner. Aménager un maximum de 5 espaces pour des véhicules récréatifs sur un maximum de 1000 mètres carrés, à moins de 100 mètres de la maison, mais sans service supplémentaire, pas d'eau, pas d'électricité. Puis, pour un maximum de 24 heures. Fait qu'elle pourrait offrir 5 chambres en location chez elle. Puis, elle pourrait aussi avoir des gens qui se stationnent en roulotte ou quelque chose là, pour une nuit, par exemple. Fait que là, la réglementation, elle autorise ça, mais il faut quand même s'assurer auprès de notre municipalité qu'ils seraient d'accord avec ça, puis que ça respecterait la réglementation. Fait que Camille, c'est sûr qu'elle va devoir s'informer auprès de sa municipalité. Puis, selon le projet, il pourrait être nécessaire d'enregistrer l'établissement comme établissement touristique auprès du ministère du Tourisme du Québec. Fait que là, il y a une vérification qui sera à faire à ce moment-là pour connaître c'est quoi les critères en lien avec ça, un hébergement touristique, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'il devrait s'enregistrer. Fait que Camille, on en est là avec cette histoire-là. Elle offrir des visites guidées ou même avec ou sans guide et activités d'interprétation, c'est permis par la réglementation. On s'assure auprès de notre municipalité que c'est OK. Hébergement à la ferme, c'est permis ici avec les critères qui sont au tableau. Puis vous allez retrouver le plus d'infos dans le petit outil qu'on va transmettre après la présentation. Véhicules récréatifs aussi, c'est permis. Là, je ne suis pas sûre qu'un food truck, ça rentre dans les véhicules récréatifs. C'est une blague à part. Municipalité, on s'assure auprès de, c'est ça, au niveau du règlement d'urbanisme, puis ministère du Tourisme, si jamais il faut enregistrer notre établissement touristique. Et moi, ça met fin à mes petites histoires. Puis, quand on écoute ces histoires-là, ben, il y a une chose qui devient vraiment, vraiment, vraiment claire. Les projets agrotouristiques, ça touche quand même plusieurs aspects réglementaires. Fait que là, ça fait partie des démarches qui sont à faire. Des fois, ça paraît un peu peut-être comme un labyrinthe, mais vous n'êtes pas seul là-dedans. Le MAPAC est là. On peut vous aider, on peut vous soutenir, vous offrir du référencement, vous envoyer les outils que ça prend. Votre municipalité, elle a un rôle clé à jouer. Ça peut être votre MRC aussi. La Commission de protection du territoire agricole, Régie des alcools, des courses et des jeux. L'Union des producteurs agricoles du Québec sont là pour vous. Ministère du Tourisme, dans le cas d'hébergement, par exemple. Puis les organisations touristiques aussi, ils peuvent faire un bout de chemin dans le sens qu'ils peuvent vous donner de l'information puis vous soutenir aussi dans votre projet. Le cadre réglementaire, il évolue. Hein? On a un règlement qui est présentement en consultation, qu'on attend qu'il rentre en vigueur cet été. Fait que toutes les discussions autour de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, elle vise toujours à mieux encadrer certaines activités touristiques directement en zone agricole, avec l'objectif de soutenir la diversification des fermes, de clarifier certaines activités, puis surtout de protéger la vocation agricole du territoire. Fait que c'est exactement, puis toujours dans cette vision-là que le règlement, que la réglementation est rédigée. Fait que je vais terminer sur une petite réflexion. Si on regarde les 3 entreprises, on a la ferme aux 4 fruits, on a Verger Belle Pomme, puis on a Cassis, Camomille et compagnie. Elles sont très différentes. Elles ont quand même un point en commun. Elles veulent toutes rapprocher le consommateur de l'agriculture. Elles veulent toutes comme, c'est ça, partager ça. Fait que
pour arriver à ça, ben, ça prend de la créativité, c'est sûr, vous en avez toutes. Ça prend comme une capacité d'exécution, effectivement, puis des bonnes idées, mais ça prend aussi quand même une bonne compréhension du cadre réglementaire ou du moins des organisations ou des personnes qui peuvent vous aider puis vous aligner là-dedans. La réglementation n'est pas là pour empêcher les projets. J'ai essayé comme de vous le dire un petit peu en cours de route, les objectifs positifs qui sont comme en dessous de ça. Qui se veut qu'on veut soutenir les circuits courts, on veut être là pour vous, on veut que vous fassiez connaître vos produits, que vous les vendez aussi, tu sais. On veut que les citoyens sachent c'est quoi l'agriculture et tout ce que le territoire, le secteur a à offrir. Fait que la réglementation est là pour assurer une bonne cohabitation des usages aussi, d'éviter les conflits, assurer la pérennité des projets, la sécurité des visiteurs, puis permettre aux projets de se développer aussi de façon durable. Fait que là, on arrive à la période de questions. Je ne sais pas si ma collègue s'est jointe aussi pour me venir en support parce que c'est ça, c'est une collègue aménagiste. Moi, je n'ai vraiment pas la réponse à tout, très humblement. Fait que, mais on va faire notre possible pour répondre au mieux. Fait que là, parfait. Donc, je vous rappelle la procédure pour les questions. On va commencer par s'il y a des questions dans la salle, puis on va alterner avec des questions là, du public là, en ligne. Donc, on avait déjà une question dans la salle ici. Je vous prête le micro. Jenny, tu vas être prête? Oui. Étant donné que c'est un changement qui s'en vient cet été, proposé de ce que je comprends par la MAPAC, quel est l'arrimage qui est fait par rapport à la municipalité? Comment elle s'assouplit par rapport à ça? Puis, vous entrevoyez combien de temps jusqu'à ce que ce soit il y ait une fluidité au niveau de ces changements-là? Non, c'est une bonne question. Moi, j'ai tendance à... Peut-être que Sharon, elle sera en meilleure posture de répondre, même si j'ai ma petite idée, là. Effectivement, c'est le MAPAC qui porte le règlement 1.1. Il y a des outils de vulgarisation, de sensibilisation pour les municipalités. Donc oui, les municipalités vont être au courant. C'est sûr qu'on peut s'attendre à des délais là, que les inspecteurs municipaux s'approprient ce nouvel règlement-là, mais le travail est fait là, au MAPAC pour pouvoir informer le secteur municipal. Mais ça n'empêche pas qu'une municipalité, tu sais, elle a son propre règlement, puis elle, si pour X, Y raison, elle a le goût d'être plus sévère que la réglementation, elle le peut toujours aussi, tu sais. Fait que, comme elle pourrait peut-être décider des allègements, là, fait qu'il demeure un organisme autonome, que j'avais le goût d'ajouter, là. Pour la fin, on vous remercie énormément de votre participation, autant en personne qu'en ligne. Donc, gros merci là, pour votre participation.